C'est l'histoire d'un scandale que le pouvoir colonial français a soigneusement enterré pendant 60 ans jusqu'au jour où un historien l'a déterré. Cet historien, c'est Guillaume Lachenal. Le scandale, c'est celui de la lomidine, un médicament miracle, entre guillemets, contre la maladie du sommeil, tellement miraculeux qu'il tuait les populations auxquelles on l'administrait. C'était à la fin des années 50. La France a lomidinisé des centaines de milliers de personnes. Bonsoir Guillaume Lachenal. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes historien de la médecine. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, édition La Découverte, les empêcheurs de penser en rond. Qu'est-ce que la lomidine ? Alors la lomidine, c'est le nom commercial d'un médicament, d'une molécule qui s'appelle la pentamidine, qui est un antiparasitaire qui est actif contre l'agent de la maladie du sommeil, cette maladie transmise par la mouche tsetse qui ravageait l'Afrique qui a ravagé l'Afrique pendant une bonne partie du XXe siècle. Donc c'est un médicament qui est toujours utilisé aujourd'hui, qui est un médicament utile pour traiter la maladie du sommeil et qui est un médicament qui est aussi très délicat à utiliser. On le sait aujourd'hui parce qu'il pose des problèmes d'effets secondaires très sérieux, cardiaques, rénaux, etc. Et l'histoire que j'ai retracée dans ce livre, c'est l'histoire d'un épisode oublié de l'histoire de ce médicament, un moment où les médecins coloniaux, français, vous l'avez dit, mais aussi belges, portugais, décident d'utiliser ce médicament de manière préventive. C'est-à-dire de le donner à des gens sains, qui sont simplement exposés à la maladie parce qu'ils vivent dans des régions touchées. Et donc on a décidé de faire ce qu'on appelait à l'époque là, une lomidinisation totale des régions touchées, c'est-à-dire qu'on visitait les populations et qu'on les injectait avec ce médicament tous les 6 mois, de manière préventive, et on a répété ainsi les injections de lomidine. Dans quel pays concerné? Vous avez cité les colons portugais, français, belges, donc on imagine l'ex-Zaïre. Donc l'ex-Zaïre, le Congo belge, l'Angola était aussi très pentamidinisé ou lomidinisé, mais du côté français, le Cameroun, ce qui était l'Afrique équatoriale française, donc le Congo, le Gabon, des régions de ce qu'est l'actuelle République centrafricaine ont été aussi très concernés. Pourquoi est-ce que la France se lance-t-elle et pourquoi les empires, entre guillemets, coloniaux se lancent-ils à l'époque dans ces vastes campagnes de vaccination? Alors, on est, après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les puissances européennes investissent dans leurs colonies comme elles l'ont jamais fait. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois des moyens pour essayer de développer les colonies. C'est le grand projet de faire décoller économiquement l'Afrique. Et pour ça, il faut des bras. On estime que l'Afrique manque de population. Et donc la médecine est une des priorités des politiques coloniales. Et donc, on lance des grands programmes qui vont de l'assainissement des environnements à des programmes de vaccination. Et dans ce cas-là, c'est pas exactement une vaccination, c'est des programmes de médecine de masse où on va dépister des maladies, les traiter ou les prévenir avec des médicaments, comme dans le cas de... L'idée, c'est quoi? C'est d'éviter que les populations soient décimées par la maladie du sommeil, par exemple, et que ça nuise à l'économie, à l'expansion, c'est ça? Voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, l'épidémie de maladie du sommeil au Congo belge, au Cameroun, est une épidémie qui est très sévère. Elle a été provoquée par ce qu'on appelle, entre guillemets, l'effort de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que les populations de ces régions ont été soumises à du travail forcé, à la cueillette du caoutchouc pour les alliés, et que cet effort de guerre, une de ses conséquences, c'est une épidémie de maladie du sommeil très sévère qui effectivement pose des vrais problèmes de mortalité. Et pour les pouvoirs coloniaux, c'est une priorité. Il faut endiguer cette épidémie à tout prix. Alors les médecins, les praticiens, lorsqu'ils font ces campagnes de vaccination, à un moment donné, il y a une rupture, ils le savent. Ce médicament est dangereux, ces injections sont dangereuses, les piqûres sont dangereuses. Que va-t-il alors se passer ? Alors, on s'aperçoit effectivement que ce médicament, surtout quand on le donne à titre préventif, donc à des gens qui vont bien, qui n'ont pas besoin d'être traités, pose toute une série de problèmes, de risques. On a des décès brutaux, de façon beaucoup plus générale, on a des chocs, des syncopes, etc. Et puis, dans un grand nombre de cas aussi, on a des infections liées à l'injection. Donc, on a des gros problèmes, et ces problèmes, ils sont reconnus par les médecins. C'est-à-dire que je n'ai rien découvert au sens où toutes les publications scientifiques de l'époque, les rapports, etc. font état de ces problèmes. Et alors qu'est-ce qui se passe? On décide de continuer. Et d'ailleurs, ça terrorise les populations. Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes se cachent, ne veulent pas venir.
Alors, ça les terrorise pas partout, hein. Il y a des régions où, surtout les régions qui étaient très touchées, où il y a une adhésion, on vient en campagne parce évidemment, on sait que la maladie tue. Et parce que ça sauve des malades. Oui, parce que ça sauve des malades. Mais plus on avance dans les années 50, moins la maladie est une menace et plus les accidents liés à ces injections de l'omidine deviennent connus. Et là, effectivement, la situation se tend, les populations évitent de plus en plus les campagnes, les médecins s'énervent de plus en plus devant l'absentéisme des populations, et donc là, on a une sorte d'escalade qui va aller jusqu'à une sorte d'encadrement policier des campagnes, des sanctions pour les populations. Combien de victimes, combien de personnes ont reçu le vaccin? Grosso modo, on parle de centaines de milliers de personnes, peut-être 800 000. Et combien de victimes? Alors, je ne compte pas les morts d'une certaine manière. C'est pas la façon dont j'ai travaillé dans ce scandale. Localement, ces campagnes d'injection ont provoqué des hécatombes. Je raconte dans le livre comment un village du Cameroun, un petit village du Cameroun a connu 300 cas d'infections extrêmement graves, 32 décès, donc sur un village de 500 personnes. Donc c'est une hécatombe. Il y en a eu d'autres comme ça. Quant à vous donner un nombre de morts, je ne le fais pas aussi parce qu'il s'agit pas d'un scandale pharmaceutique comme on en a connu récemment avec le Mediator où les morts se comptent en milliers ou en dizaines de milliers. Le problème des morts de la lomidine et le problème de cette histoire, c'est que les morts, entre guillemets, sont morts pour rien. Ils sont morts à un moment où la maladie n'était plus une menace, où on savait que le médicament ne marchait pas vraiment, on savait qu'il était dangereux, et parce qu'il fallait éradiquer, on continuait à injecter. Donc le scandale de ces morts, c'est pas leur nombre, c'est que c'était des morts bêtes qui sont morts pour rien. Vous dites parce que les autorités s'entêtaient, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose au-delà? Au lieu de tout arrêter, les autorités coloniales vont continuer. C'est ce que vous nous dites. Pourquoi? Elles savent que ça va sauver des vies, mais que ça va aussi en tuer d'autres. Alors effectivement, ce qui est très frappant et choquant dans cette histoire, c'est que on sait que des vies sont perdues avec ce médicament. Et on le sait, c'est-à-dire qu'on le cache pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas incapable de le voir. Et c'est en quelque sorte, on a considéré qu'il était acceptable de sacrifier des vies, et les médecins le disaient très explicitement, au nom de l'éradication, au nom d'un Graal, au nom de quelque chose que le colonialisme pourrait afficher à son tableau de chasse comme une contribution positive, un progrès, une avancée, une modernisation. Est-ce selon vous un dérapage de la médecine coloniale ou est-ce un révélateur d'un système? Alors c'est un révélateur à plusieurs titres. C'est un révélateur d'une médecine qui était mue par l'enthousiasme et par le rêve, par l'utopie. Il s'agissait d'éradiquer, il s'agissait de libérer de la maladie. Et c'est un révélateur, en fait, des effets parfois catastrophiques de cette quête. Et c'est un révélateur aussi de l'ordinaire, de la médecine coloniale, qui avait des immenses ambitions, des moyens souvent beaucoup plus limités, une formation des petits personnels, des petites mains de la médecine coloniale qui parfois laissait à désirer. Et cet ordinaire-là, c'est lui qui a généré les catastrophes que je décris dans ce livre. Et vous parlez de bêtise coloniale, non pas comme un juron, hein, les mots sont importants, mais vous lancez une piste dans ce livre, ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie de la bêtise coloniale, au fond. Alors j'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver un nom à ce qui se passait. Les médecins, de toute évidence, n'étaient pas fous. Ils étaient pas cyniques, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas semblant de ne pas voir les problèmes. Mais au contraire, ils connaissaient les problèmes que posait le médicament. Et ils étaient pris dans une sorte d'euphorie, qui était une euphorie assez arrogante aussi, puisque eux savaient ce qu'il fallait faire. Il fallait libérer de l'Afrique de la maladie, y compris contre le gré des Africains. Et donc ça, alors là, moi je puise dans plus des références littéraires chez Flaubert. Le nom de cette joyeuse euphorie et cette confiance jusqu'à l'arrogance en la science, c'est la bêtise. La bêtise et le grand aveuglement. Comment avez-vous fait pour déterrer ce scandale colonial, médical et pharmaceutique? Alors pour le déterrer, précisément, je n'avais pas connaissance de cette histoire. J'étais un historien de la médecine spécialisé sur le Cameroun, et c'est précisément en ne cherchant pas que j'ai trouvé, c'est-à-dire que au hasard des archives nationales de Yaoundé au Cameroun, je suis tombé sur ce dossier
qui était un dossier consacré à un de ces accidents massifs de l'homidinisation dans l'est du Cameroun, à Yokadouma. Et c'est en tombant sur ce dossier que je me suis dit, là, il y a une histoire dont on n'a jamais parlé, y compris les historiens, y compris ceux qui voulaient avoir un regard critique sur cette période. Et donc, j'ai choisi de travailler là-dessus. Vous êtes retourné jusque dans les ruines d'une usine française, il me semble, qui fabriquait justement des doses de l'homidine? Alors, la lomidine, c'était un médicament français, effectivement, de la firme Rhône-Poulenc, qui est vraiment le fleuron de l'industrie pharmaceutique française au XXe siècle. Et le hasard a fait que les archives de Rhône-Poulenc sont à Besançon, au milieu de la ruine d'une des grandes usines du groupe. Elle fabriquait pas des médicaments, elle fabriquait des fibres textiles, mais c'était une des grandes usines de Rhône-Poulenc. Donc c'est vrai que c'est un trajet pour moi qui était un trajet assez étrange, où les archives se trouvaient souvent dans les friches industrielles de cette grande époque de l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit britannique ou française. Est-ce que ce livre a été publié en Afrique, au Cameroun par exemple? Alors j'espère qu'il va être distribué au Cameroun. Il est disponible en format électronique, donc ça le rend accessible, ouais. J'espère. Et puis il y aura bientôt, j'espère aussi une présentation publique de ce livre au Cameroun. Alors vous espérez, on l'imagine, faire tomber le tabou, briser le tabou, ce qui est chose faite avec ce livre. Est-ce qu'il y a des demandes de réparation? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que des États ou des actions plus isolées de populations demandent réparation aujourd'hui? Alors c'est une question qui me dépasse largement. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que les affaires que je relate ont eu lieu en pleine guerre de décolonisation, une guerre qui opposait la France puis le gouvernement camerounais à une partie de sa population, donc une atmosphère extrêmement tendue. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement français a un peu résolu le scandale en indemnisant déjà les populations. Donc je sais pas juridiquement ce qu'on peut en faire. En tout cas, je relate ce qui s'est passé et comment le scandale, d'une certaine manière, a été résolu et par là même enterré. Guillaume Lachenal, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle le titre de votre livre, Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, édition La Découverte, dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors que l'épidémie Ebola frappe l'Afrique de l'Ouest, un livre revient sur l'un des plus grands scandales pharmaceutiques sur le continent africain. Dans les années 40, la lomidine, nom commercial français de la pentamidine, est présentée comme le remède miracle à la maladie du sommeil provoquée par la fameuse mouche tsetse. À partir de là, les puissances coloniales, la France notamment, vont pratiquer à grande échelle des injections préventives de lomidine aux populations des colonies. Alors très vite, ces injections vont se révéler dangereuses, provoquant de nombreux effets secondaires, parfois mortels. N'empêche, les médecins s'obstinent à injecter ce poison. Ces pratiques conduiront à la mort de milliers de personnes en Afrique. Ce livre, qui décrit l'un des scandales oubliés du siècle dernier, est le fruit d'un travail minutieux permettant de démontrer les liens entre la médecine et l'entreprise coloniale. Détails, explications avec l'auteur, notre invité dans ce grand débat, Guillaume Lachenal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de la médecine à l'Université Paris-Diderot, auteur de Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, aux éditions de La Découverte, collection Les Empêcheurs de penser en rond. C'est vrai que là, vous empêchez de penser en rond forcément, Guillaume Lachenal, parce que vous expliquez que la lomidine, molécule miracle donc, commercialisée sous ce nom en France, était un médicament contre la maladie du sommeil. Bon, dans la première moitié du XXe siècle, cette maladie parasitaire allait provoquer ce qu'on désignait comme une grande épidémie tropicale. On décide alors de tester les capacités préventives de cette molécule, jusque-là utilisée à titre préventif. Je raconte bien. À titre curatif, oui. Alors, question. Alors, pourquoi la maladie du sommeil est-elle devenue, à ce moment-là, un enjeu humanitaire pour les puissances coloniales, voire un enjeu de prestige, de propagande de l'industrie pharmaceutique? La maladie du sommeil devient un enjeu pour les puissances coloniales à partir, en gros, du lendemain de la Première Guerre mondiale, du début des années 20, en particulier dans la région Congo-Belge, Cameroun, Afrique des Grands Lacs. Où tout simplement la maladie du sommeil est une menace démographique très grande, et les pouvoirs coloniaux en tout cas pensent qu'il s'agit de l'obstacle au développement de l'Afrique, à ce qu'on appelle à l'époque la mise en valeur de l'Afrique. En gros, il manque d'hommes, il manque de mains pour les grands chantiers du colonialisme, et on pense que c'est la maladie du sommeil qui est la cause de cette dépopulation. Donc, à titre préventif, on va donc injecter aux gens cette fameuse piqûre, cette piqûre miracle. Alors, ce qui se passe dans les années 20, c'est qu'on met déjà un système de lutte contre la maladie du sommeil, où vont s'illustrer des personnages comme le docteur Jameau,
qui se fondent sur une approche curative. On dispose déjà de médicaments dans les années 20-30 à base des dérivés d'arsenic, donc des médicaments assez toxiques qu'on utilise de façon curative. On va chercher les cas, on les soigne et on espère comme ça vaincre l'épidémie. Mais ce qui est nouveau avec ce médicament dont je retrace l'histoire, la Lomidine, c'est que on va cette fois le donner à titre préventif à partir du début des années 40. C'est-à-dire qu'on va aller dans les villages, on va dépister les gens, ceux qui sont malades, on va les soigner comme auparavant, et ceux qui vont bien, qui sont sains, on va leur donner une injection préventive de Lomidine. On va les lomidiniser. Alors le traitement donc a été injecté à des populations entières, dans les zones les plus exposées, au Congo belge, dans les colonies françaises et portugaises, y compris dans de grandes villes comme Yaoundé, Douala ou Léopoldville, c'est-à-dire Kinshasa. Et environ 12 à 13 millions d'injections préventives ont été réalisées entre 1945 et 1960. Alors, quelles ont été les conséquences de ces injections précisément? Alors, déjà, c'est des campagnes qui ont marché d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont fait c'est des injections qui ont fait régresser l'épidémie, sans qu'on comprenne pourquoi d'ailleurs à l'époque. On pensait que ça protégeait les gens. Le problème, c'est qu'on le donnait à des gens qui étaient sains assez rapidement pour vaincre une épidémie qui n'était plus une menace. Mais comme tout médicament, c'est un médicament qui a des bénéfices et qui expose aussi à des risques. Et ces risques, pour la pentamidine ou la Lomidine, c'est des risques qui sont très importants. C'est un médicament qui est toujours utilisé aujourd'hui, mais on l'utilise avec une extrême prudence parce qu'il provoque des accidents cardiaques, il est très douloureux, il provoque des accidents rénaux, des chocs, des syncopes, parfois des décès brutaux. Donc c'est un médicament qui se révélera beaucoup trop dangereux. Alors, dans une interview au site Point Afrique, vous expliquez ceci. Alors, je vous cite, c'est un médicament qui a des effets secondaires importants. Il provoque des hypoglycémies brutales et des démangeaisons. Chez certains sujets, cela peut occasionner des syncopes, des accidents cardiaques, des décès brutaux parfois. Les grandes campagnes d'injection étaient en outre marquées par des accidents plus graves. Alors, pourquoi, malgré ces effets observés, a-t-on continué à administrer ce médicament aux populations? Eh bien parce que l'enjeu, à partir du début des années 50, ça devient l'éradication de la maladie du sommeil. Et c'est quelque chose qui obsède littéralement les médecins coloniaux parce qu'il en va un peu du prestige du colonialisme. Et c'est un peu la quête de ce Graal de l'éradication qui va justifier qu'on s'obstine à utiliser un médicament parce qu'il semblait marcher sur l'épidémie. Et puis parce qu'on considère, et c'est là où les choses sont très douloureuses, parce qu'on considérait que ces effets secondaires, ces accidents, ces décès parfois, étaient à mettre en balance avec l'éradication. Est-ce qu'on pensait réellement guérir les gens, ou alors on assistait là à une sorte d'expérimentation à grande échelle d'un médicament? Alors, les médecins aimaient bien dire qu'ils participaient à une expérimentation à grande échelle, mais c'était quelque chose qui était assez rhétorique. C'était un peu pour se faire mousser, entre guillemets, qu'il parlait comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait affaire à une médecine de population. C'est-à-dire, ce qui comptait, c'était de soigner une population et de vaincre une épidémie. Mais soigner des individus ou leur faire prendre des risques mesurés en décidant s'il était bon ou non de les injecter, ça, c'était pas du tout une question que se posait la médecine coloniale, et tout le drame de l'histoire que je raconte tient dans ce refus d'envisager les risques et les bénéfices d'un traitement à l'échelle d'un individu. Alors, parmi les accidents, entre guillemets, survenus à la suite des injections de la Lomidine, vous racontez celui-ci. Alors, ça se passe en novembre 1954 dans l'est du Cameroun, de la région de Yokadouma. Le service d'hygiène, donc, mobile, se rend dans le village de Gribi pour une série d'injections. Alors, résultat, le village est décimé par des cas de gangrène de la fesse à la suite de piqûres de Lomidine. Une hécatombe, au moins 30 morts et 200 gangrènes sur 300 habitants. L'eau mélangée à la poudre de Lomidine était contaminée par une bactérie et avait été mal filtrée. Est-ce qu'on peut parler encore là, je dirais, de médecine, parce que on frôle l'hécatombe là? Oui, c'est une hécatombe qui va marquer durablement la région. C'est une hécatombe qui est terrible pour plusieurs raisons. D'abord parce que tout cela se voit, tout cela s'observe, tout cela se vérifie, enfin se constate en tout cas. Pourtant, on continue la campagne. Alors, à l'issue de cet accident, on va arrêter les campagnes au Cameroun en tout cas, mais elles reprendront ailleurs et elles sont poursuivies ailleurs. Ce qui est terrible dans cet accident, c'est que d'abord c'est un accident qui s'est pas provoqué par le médicament lui-même, mais par la façon dont on le prépare, donc en le diluant dans de l'eau.
filtrés. Mais en fait, ce qu'on voit dans les archives, parce que c'est des accidents qui n'ont rien de secret et qui sont extrêmement bien documentés dans les archives, ce qu'on voit dans les archives, c'est que des accidents du même ordre avaient déjà eu lieu. Par exemple, au Gabon, en 1952, on avait eu des accidents un peu moins importants au Congo belge, on en avait eu d'autres au Cameroun. Et non seulement on le savait, mais les populations camerounaises, par exemple, le savaient très bien. Donc c'est des accidents qui se répètent, et qui se répètent parce que là encore, on considère que ces accidents sont des incidents de parcours et qu'ils ne doivent pas faire dévier du but qui était d'éradiquer la maladie. Est-ce que on peut faire, est-ce qu'on peut établir un lien direct, est-ce qu'il y a une collusion, entre cette entreprise médicale ou pharmaceutique avec l'entreprise coloniale? Il y a un lien très fort, hein, effectivement. La médecine coloniale est une vitrine pour l'action médicale des États coloniaux, hein, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, mais c'est aussi une vitrine pour l'industrie pharmaceutique. On a une époque où l'Afrique n'est pas du tout un continent négligé, comme on le dit aujourd'hui. Pour une firme comme la firme française Rhône-Poulenc ou comme la firme qui a tiré profit de ce médicament d'ailleurs. On lui doit ce médicament. Hein, c'est un médicament qui est toujours utile. Hein, donc c'est une histoire. On n'est pas on a des zones grises, si vous voulez, dans cette histoire. Donc c'est un médicament qu'on doit à cette firme et dont elle a évidemment tiré bénéfice. Mais pour Rhône-Poulenc, l'Afrique est une vitrine et deviendra un marché important. Alors des effets secondaires, des morts, des effets dévastateurs avec ce médicament. Et cette affaire était totalement occultée dans l'histoire coloniale. Comment les puissances coloniales ont pu complètement masquer cette affaire, cacher cette affaire aux opinions? Alors c'est une bonne question. Je dirais plus qu'occultée, elle a été oubliée, où on a eu une forme d'indifférence. Et ça, c'est assez fondamental. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces archives à l'époque où elles sont produites étaient secrètes, mais en même temps l'agence France Presse en 1954 a fait une dépêche sur l'accident. On n'est pas dans une dépêche. Elle a fait une dépêche et au Cameroun ça a été un petit scandale. Il y a eu des interpellations à l'Assemblée territoriale du Cameroun, il y a eu des débats et pour le dire simplement, l'État colonial a eu très peur face à cet accident. On est dans la guerre de décolonisation camerounaise. L'UPC rôde par là et le pouvoir colonial a eu très peur que cet accident déstabilise le Cameroun. On va marquer une pause, Guillaume Lachenal. Vous êtes de Lachenal, vous êtes auteur de cet ouvrage de médicaments qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, aux éditions La Découverte. Vous êtes notre invité jusqu'à 19h dans ce grand débat. Nous allons marquer une pause. Retour du grand débat dans 2 minutes et nous écouterons bien sûr un premier commentaire de notre débatteur polémiste et invité, Emmanuel Kouzoumoami. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec notre invité Guillaume Lachenal, historien de la médecine à l'université Paris Diderot, auteur de cet ouvrage qui vient de paraître, Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies. Aux éditions La Découverte, nous parlons d'un gigantesque scandale oublié, scandale pharmaceutique. On continuera d'en parler dans cette édition, on comprendra un peu ce qui s'est passé dans ces années-là, les années coloniales en Afrique. Emmanuel Kouzoumoami est notre invité, on va l'écouter tout de suite pour un premier commentaire. D'après ce que je viens d'entendre de Guillaume, il y a effectivement 2 aspects. Il y a l'aspect économique du colonisateur qui a besoin de ses ressources parce que il y a des exploitations minières, des exploitations agricoles, du bois aussi pour le colonisateur, et donc a besoin de main d'œuvre. Et en aparté tout à l'heure, on disait l'espérance de vie à l'époque ne dépassait pas 39-40 ans, donc fatalement il fallait concentrer l'énergie sur les forces encore vives. En perdre une partie, naturellement, obérerait les rentabilités économiques. En gros, ça c'est l'aspect économique. Et puis, un aspect que je peux qualifier d'humain, et quelque part, c'est ce qu'on a remarqué pendant toute la période de la traite négrière, lorsque les bateaux débarquaient, par exemple, au port du Brésil ou des Antilles ou d'Amérique, il y avait toujours des médecins, qui étaient d'ailleurs des vétérinaires au départ, qui étaient là pour regarder si le produit, la marchandise qu'on a porté, le bois d'ébène, voilà, était de bonne qualité pour l'orienter soit dans les champs, soit dans les mines, même raisonnement, si vous voulez. Donc, quelque part, il y a une chosification de l'outil de travail. L'être humain est un outil de travail. Il l'est aussi pour les colons en Afrique, comme il était malheureusement pendant la traite négrière. Et là, malheureusement, nous sommes effectivement sur un cas de médecine. On peut dire que les médecins, pour la plupart au départ, étaient de bonne volonté, mais l'usage qu'on a fait de ces médicaments et le fait qu'on savait que ça pouvait tuer, que ça pouvait paralyser les gens, mais qu'on a continué à le faire, c'était totalement lié à l'esprit de l'époque de dire après tout c'est des noirs, on peut les tuer, c'est pas grave. Alors, pardon, Guillaume Lachenal, vous avez déclaré ceci, je vous cite, ce qui est très significatif, c'est que pour les colons,
ont déconseillé officieusement l'emploi de la lomidine, ce fameux médicament, trop douloureux et trop dangereux. De même, aujourd'hui, la molécule n'est plus utilisée qu'avec moult précautions. Les autorités coloniales accusaient les mouvements indépendantistes comme l'UPC au Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, de fomenter l'opposition à la lomidine. Et pour forcer les populations, les campagnes se faisaient alors sous la contrainte armée. Fin de citation. Alors, vous voulez dire qu'on forçait les populations à employer ce produit? Dans certains cas, oui. Oui. Dans certains cas. C'était pas la règle générale. Il y a eu aussi une forme d'adhésion des populations, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand l'épidémie était sévère. Les populations ont pu adhérer à ce médicament et constater d'ailleurs les effets sur l'épidémie. Donc, mais quand vous dites que on accusait les mouvements indépendantistes comme l'UPC de fomenter l'opposition à la lomidine, on est carrément là dans un enjeu politique, là. C'est justement médical. C'est une histoire très politique, ça tient au contexte camerounais. Mais ce qui désespère les médecins dans l'après-Seconde Guerre mondiale, et qui est un élément assez important de complément à ce que le commentateur vient de dire, l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est un moment où on ne peut plus être raciste, officiellement. D'accord? Oui. On ne peut précisément pas dire la vie d'un noir ne compte pas. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ce n'était plus dans l'air du temps. Ce n'était plus dans l'air du temps. Et ce qui est plus dans l'air du temps non plus, c'est la contrainte forcée. Et donc, les médecins sont très gênés parce que dès 45-46, au Cameroun, les populations viennent plus aux campagnes, ni de l'homidisation, ni aux autres. Et donc, c'est ce problème de l'indiscipline qui va, là aussi, obséder les médecins et qui va entraîner une sorte de retour de bâton et en fait un durcissement, finalement, de la loi pour forcer les populations, les obliger, sous la contrainte d'abord légale, dans certains cas forcés, à venir se faire injecter au moment de ces campagnes. Et quel était le bilan finalement sur le plan médical? Parce que certains ont soutenu pendant de longues années que ce médicament a permis d'éradiquer la maladie du sommeil. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de fait, c'est un médicament qui a bien fonctionné sur l'épidémie. C'est-à-dire qu'au moment où on commence ces campagnes, les taux de prévalence de la maladie du sommeil vont baisser. La question, c'est comment est-ce qu'ils ont baissé? Ce dont on s'est aperçu à partir des années 60, c'est que la lomidine n'était pas du tout préventive. On croyait que ça protégeait une injection, on pensait que ça protégeait pendant 6 mois à 1 an. Et évidemment, on a découvert que le médicament disparaissait de l'organisme au plus long en 2 semaines. Donc, il se passait autre chose. Et en fait, ce qui se passait, c'est que sans le savoir, on donnait ce médicament à des gens qu'on pensait être sains, mais qui en fait étaient contaminés. Et en leur donnant une injection dans la fesse, on arrivait à diminuer le taux de parasites et donc à casser la transmission à l'échelle de la population. Pour les gens qui étaient injectés, c'était pas une très bonne nouvelle parce que cette injection suffisait pas à les soigner, elle suffisait à les rendre non contagieux. Mais pour ce qui est de l'action à l'échelle de la population, ça a relativement bien marché, au prix d'accidents et au prix de décès, comme on l'a dit. Est-ce que, bon, c'est une question évidemment, il faut la poser. Est-ce qu'il y a eu, je dirais, un début d'enquête, je veux dire, pour évaluer les dégâts occasionnés par ce médicament? Oui, il y a eu énormément d'enquêtes. C'est une question qui a mobilisé les enquêteurs des États coloniaux. Il y a eu des débats à l'OMS au début des années 60 là-dessus. Ce qui est terrible, c'est que les enquêtes à la fois trouvent très bien les responsabilités. Dans le cas du Cameroun, la responsabilité, c'est que le service de santé savait très bien que c'était dangereux de diluer la poudre dans l'eau parce on risquait des infections. Mais la solution, c'était d'acheter de la lomidine en solution liquide directement à la firme. Or, la lomidine en solution était beaucoup plus chère. Et donc, pour un simple choix d'économie, on a décidé de continuer à enfreindre le règlement, parce que le règlement disait bien utiliser la lomidine en solution. Donc, si vous voulez, le service a été pris en faute. Et il y a des documents juridiques là-dessus. Mais évidemment, c'est quelque chose qui n'était pas dissible dans les années 50 au Cameroun. Et donc, on a dit que c'est une erreur de l'infirmier. Et puis, on l'a blâmé et muté en dehors du Cameroun. Donc, on fait toujours porter la charge aux infirmiers ou aux populations qu'on accuse aussi de mettre de la terre ou de la boue là où on les a injectés et de s'infecter ainsi. C'est de la faute en quelque sorte. Voilà. Et ça, c'est les récits qui vont rester jusque dans les publications de l'OMS des années 60 où on va dire les accidents de l'homidinisation, les gangrènes, c'est la faute des victimes. Et aucune condamnation, évidemment. Aucune condamnation. Emmanuel, oui, alors c'est très intéressant comme récit. Ça rappelle un autre produit qui est le DDT que beaucoup de gens connaissent sous le nom de dichloro-diphényl trichloroéthane, le DDT en sigle, qui a été inventé dans les années 1874 ou 13 si mes souvenirs sont bons, mais dans les années 40. Alors juste pour la petite histoire, il avait été utilisé par les Américains pour les Italiens.
pendant 1943. Et c'était destiné aux militaires au départ. aux militaires, absolument. C'était vraiment un outil, d'abord pour lutter contre le paludisme à l'époque, et petit à petit on s'est dit il y a des régions qui sont plus infectées que d'autres, c'est en Afrique. On va dans les années 50 donc vulgariser l'utilisation du DDT comme étant un produit antiparasite. Alors très bien, ça a continué, sauf que plus tard les Américains dans les années 60 ont remarqué qu'il y avait quand même des doutes sur effectivement l'effet cancérigène du produit. Dans les années 70, il a été retiré aux États-Unis. Dans les années 70 et 80, il a été retiré en Europe. Mais l'OMS est venu derrière dans les années, il y a même pas longtemps, au début des années 2000, en disant mais on n'a pas notre produit de substitution aujourd'hui disponible. C'est vrai que le paludisme, on n'arrive pas à l'éradiquer définitivement, mais puisqu'il y a des moustiques qui sont résistants à ce produit DDT, malgré tout, comme on n'a rien d'autre, on continue. Donc, on sait bien que ça peut provoquer des problèmes, notamment du cancer du sein chez les femmes, que ça produit une immortalité infantile de plus en plus élevée chez les nouveau-nés, mais on continue quand même parce que, après tout, on n'a rien d'autre. C'est une sorte de désinvolture, mais est-ce que c'est vraiment un problème médical ou c'est un problème économique? Les deux sont liés. Est-ce un problème médical ou un problème économique? Ou politique, Guillaume Lachenal? Dans le cas du DDT? Oui. Alors le DDT ou de la lomidine d'ailleurs. Ou de la lomidine. Oui. Bon, c'est des cas assez différents parce que je connais assez mal la façon dont l'OMS pose la question du DDT aujourd'hui. Je crois que l'idée c'est de l'utiliser de façon très différente des grandes aspersions qu'on faisait dans les années 50, parce que de fait c'est une molécule qui reste extraordinairement efficace et que peut-être bien utilisée, elle ne provoquerait pas les mêmes résistances chez les moustiques qu'elle a provoqué. Voilà. Donc je crois qu'il y a des débats là-dessus que je connais assez mal du côté des spécialistes. Mais le point commun entre les deux histoires, c'est qu'on est dans cette démesure de l'après-Seconde Guerre mondiale, de ce projet colonial de modernisation de développement, où on pensait vraiment qu'on avait les remèdes miracles aux problèmes de l'Afrique. Y compris que la colonisation pouvait avoir un objectif humaniste. Et évidemment, et c'est important de le dire, on n'est pas dans une histoire de grands complots de l'industrie pharmaceutique, etc. Non, on est dans une histoire de jeunes, ingénieurs, médecins, experts, humanistes, plein d'illusions, qui sont persuadés qu'ils vont transformer l'Afrique, qui étaient même pas forcément de grands colonialistes dans l'âme. Hein. Ils étaient là dans un projet presque émancipateur, plein d'enthousiasme, et ça n'a pas empêché. Enfin, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas conduit avec des à des dégâts qui auraient été voilà. inadmissibles, je veux dire. En France par exemple quoi, c'est oui absolument, ou dans la métropole comme on disait à l'époque, voilà, hein, c'est ça, absolument. Ces dégâts étaient, je veux dire, supportables, disons acceptables dans les colonies mais inadmissibles ailleurs, c'est ça. Voilà. Oui. Question technique rapidement, mon cher Guillaume Lachenal, comment avez-vous écrit ce livre? Vous avez fait une enquête, vous avez rencontré des gens, vous avez parlé avec eux, comment ça s'est passé? Alors c'est une longue enquête qui m'a occupé à temps partiel pendant 10 ans parce que j'ai des activités universitaires par ailleurs. Mais c'est une enquête qui se base à la fois sur des archives, dans mon cas principalement au Cameroun et en France dans les archives coloniales, mais aussi dans celles de l'industrie pharmaceutique et puis dans les autres pays européens concernés. Et puis c'est une enquête, et ça c'est la partie la plus plaisante de l'enquête, c'est une enquête d'histoire orale avec des anciens infirmiers, des anciens professeurs. Je pense au professeur Kayembe à Kinshasa qui a participé à découvrir un peu cette histoire du mauvais usage de la pentamidine, ou des infirmiers camerounais qui ont été les petites mains de ces campagnes. Merci. On va marquer à nouveau une pause pour la publicité. Retour suite du grand débat dans 2 minutes. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. L'Afrique victime des scandales pharmaceutiques, nous en parlons avec Guillaume Lachenal, auteur de le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, aux éditions La Découverte, collection Les empêcheurs de penser en rond, et notre débatteur polémiste est invité, Emmanuel Kouzoumoami. Alors, on lit, hein, alors, moi, je me suis penché sur ce qu'on a écrit sur votre ouvrage. Alors, Jeune Afrique écrit ceci à propos de votre livre, Guillaume Lachenal. Il dit, Guillaume Lachenal décrit l'aveuglement des colons persuadés de l'efficacité du médicament dans la prévention. Si les médecins butent très vite sur des incohérences, des personnes saines qui développent la maladie après avoir reçu le remède, ils leur trouvent toujours une bonne justification. Les infirmiers n'ont pas correctement appliqué le protocole, c'est ce que vous disiez à l'instant. Les indigènes se sont rendus coupables de manœuvres dangereuses après l'injection. Ils ont réussi à passer entre les mailles du traitement en faisant tamponner leur carte sans se faire lomidiniser, à moins que le sorcier du coin ne soit intervenu. Un médecin s'acharne et les campagnes deviennent quasi militaires. Fin de citation. Alors, on lit aussi en introduction de votre ouvrage que vous renouvelez le regard sur le gouvernement des empires, que vous saisissez dans son arrogance et sa médiocrité
posant les jalons d'une anthropologie de la bêtise coloniale. Qu'est-ce qu'on peut entendre par anthropologie de la bêtise coloniale? Alors j'ai mis longtemps à trouver le mot qui me semblait correspondre à ce qui se jouait dans cette histoire. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est dans une sorte d'erreur médicale, qu'on est dans une sorte de folie expérimentale, ou que les médecins se trompent. Mais en fait, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que tous les problèmes que pose ce médicament sont très tôt perçus par les médecins. C'est-à-dire, ils savent très bien les problèmes du médicament, et pourtant ils continuent. Et pourquoi ils continuent? Par enthousiasme. Par enthousiasme. Et c'est là où je vais puiser l'enthousiasme de l'expérimentateur. Voilà, la du joie, laborantin. Oui. Bien sûr, la joie de la science. Oui. Et cette obstination joyeuse à aller toujours plus loin sur la voie de la science ou de la technique ou de la modernisation, elle a un nom dans la littérature, notamment chez Flaubert, et c'est la bêtise de Bouvard et Pécuchet, qui sont des expérimentateurs joyeux. Et c'est pour moi, c'est le terme qui s'approche le plus de ce qui se joue dans cette histoire, et je le dis un peu comme une provocation, pas pour pointer du doigt, parce que cette bêtise, elle guette tous les scientifiques hier et aujourd'hui, mais pour essayer de nommer le plus correctement possible ce que je décrivais. Et ce qui en ressort quand même, c'est que voilà, on peut dire que les sciences médicales à cette époque-là ont été un instrument parmi d'autres d'asservissement des peuples durant la période coloniale. C'est une manière aussi, je veux dire, quand même, parce que d'une manière, la puissance coloniale a un peu droit de vie et de mort sur ces populations-là, parce qu'on ne demande pas beaucoup leur avis. Je veux dire que ce n'est pas une démarche, je veux dire, qui sollicite la démocratie sociale. Non, certainement pas. Après, les intentions étaient généreuses dans cette affaire en ce qui concerne la médecine. Les souris de laboratoire aussi, les intentions sont généreuses vis-à-vis d'elles en général. Et on ne demande pas leur vie non plus. Non, disons, il n'y avait pas d'intention d'utiliser l'Afrique comme un terrain d'expérimentation pour des médicaments qu'on allait utiliser ensuite en Europe. C'était pas du tout l'intention. L'intention, comme je le dis dans le livre, c'est de sauver l'Afrique. Donc il y a une générosité qui est là au départ, mais qui va de pair avec quelque chose que vous avez déjà dit, qui est que on évalue très différemment la valeur d'une vie de colon et la valeur d'une vie d'indigène, entre guillemets. Et ça, c'est quand même le soubassement, et ça plaît pas aux médecins qui ont participé à cette aventure qu'on le dise, mais cette racialisation de la médecine, c'est quand même le soubassement de la médecine coloniale. Oui, parce que fondamentalement, ceux qui défendaient la colonisation aussi parlaient de générosité, de charité, je dirais presque, voilà, de chrétienne, hein, je veux dire, c'était ça aussi la démarche coloniale. Donc, vous voyez, c'est une générosité singulière, quoi. C'est ça. C'est une générosité avec qui s'adresse à deux types d'hommes et un type d'homme qui est pensé une foule passive, en tout cas. Plutôt passive d'ailleurs dans la foule. Emmanuel Kouzoumouni. Moi, dans ce récit, ce qui contrevient à la démarche scientifique et médicale normale, c'est que effectivement il y a un cas, c'est la maladie du sommeil ou le paludisme d'ailleurs, et il y a un traitement, c'est ce produit-là. Donc on est dans une démarche effectivement curative. Le problème, c'est que derrière on se dit, il y a de fortes chances que les personnes qui habitent dans cette zone risquent bien d'attraper la maladie. Donc, je n'attends pas qu'ils soient malades, je les soigne avant qu'ils ne soient malades. Mais comme ils sont africains, on ne sait jamais, il y a des choses il y a des incubations qu'on n'a pas bien détectées. Et donc, on sort d'une démarche normale, scientifique, à savoir, si je n'ai pas de certitude, je ne fais rien. En tout cas, si je peux faire de la prévention, c'est avec un vaccin, mais c'est pas avec un traitement, c'est avec un médicament. Et là, on mélange médicaments et vaccins. Et de toute façon, on va injecter les gens en foule. Donc on sait très bien que peut-être les premiers cas auraient pu alerter en disant finalement les gens n'étaient pas malades, donc le médicament les rend encore plus malades qu'ils ne l'étaient. Donc arrêtons de continuer le massacre. Mais il continue quand même. Autrement dit, on voit bien qu'il se passe quand même un désastre dans les populations, mais on continue. Là, on peut pas s'empêcher de dire que malgré tout, puisqu'il s'agit des populations indigènes, bon, s'ils meurent, c'est peut-être dur pour l'économie locale du colonisateur, mais c'est pas grave pour les populations, parce qu'après tout, on n'a pas de compte à rendre. Cette expérience n'aurait pas eu lieu ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni en France, mais on se retrouve de le faire en Afrique, parce qu'après tout, il n'y a pas de poursuite possible. Voilà, on se cache derrière la médecine et la science, on décime les populations comme ça. Une question envoyée par un auditeur sur facebook.com/le grand débat, question pour vous, Guillaume Lachenal. Question de Jimou Moussa qui nous dit, qui nous écrit, la dilution de la lomidine dure 5 à 24 heures. Manifestement, monsieur Moussa connaît la lomidine.
Alors, il vous interroge, il demande, est-ce que les médecins avaient pris le temps de faire, est-ce que les médecins prenaient le temps de faire cette dilution pour réduire sa concentration avant son injection? Alors la dilution devait se faire à chaud. Je pense qu'elle prenait pas si longtemps. Mais c'est une bonne question. Il faudrait réessayer de la mettre en solution. Aujourd'hui, la pentamidine est mise en solution quand elle est encore utilisée. Du coup, mais il fallait le faire à chaud en stérilisant l'eau le mieux possible. Et on sait aujourd'hui que les stérilisations qui étaient utilisées à l'époque étaient pas suffisantes pour protéger de ces germes de la gangrène. Il aura quand même fallu, Guillaume Lachenal, il aura fallu que des émeutes éclatent dans ces pays-là pour que les médecins consentent à mettre fin à cette pratique. Comment l'administration coloniale a-t-elle pu cacher donc ce scandale au grand public? On se posait la question en début d'émission, mais je veux dire que ça fait un certain nombre d'années. Votre livre est le premier qui en parle? Alors oui, c'est le premier travail, disons, d'ampleur sur la question. Oui. Après, je n'ai pas révélé de secret. C'est-à-dire que les spécialistes du domaine connaissent très bien... Mais pas le grand public. Mais pas le grand public. Les populations du Cameroun, dans les villages concernés, etc., connaissent très bien cette histoire, évidemment. C'est une histoire qui survit aussi dans les mémoires sur le mode de la rumeur, comme souvent en Afrique, avec des formes de déformation, etc. Mais l'histoire est là. Alors comment on a caché? Là encore, c'est surtout ça tient beaucoup au contexte, je pense, où il y avait une vraie indifférence par rapport à tout ça. Une comparaison, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'au moment où le scandale éclate au Cameroun, un député camerounais qui est assez connu, qui est André-Marie Mbida, interpelle l'Assemblée camerounaise en disant Ayoka Douma, il vient d'y avoir 23 morts, qu'est-ce qui se passe? On sait que ce médicament tue et pourtant on l'utilise encore. Il dit ça parce qu'il en a eu dans son coin de la Léquier au Cameroun, il a eu des accidents aussi. Et ce que dit André-Marie Mbida, c'est qu'il dit en France, vous venez d'avoir le scandale du Stalinon. Le Stalinon, c'est un médicament en 1954 qui fait un scandale sanitaire en France. C'est le premier scandale pharmaceutique au sens... un scandale pharmaceutique, c'est une sorte d'événement politique où il y a une commission d'enquête, où il y a un débat public, etc., etc. Et André-Marie Mbida dit pourquoi en France, quand un médicament tue, on fait une enquête, et pourquoi ici on dit c'est la faute de l'infirmier, et ce dont le Cameroun a besoin, c'est de calme et de recueillement à la mémoire des victimes. Il dit pourquoi vous nous servez ça ici, pourquoi est-ce qu'en France on peut faire des scandales? Et pour un historien, c'est ça la question fondamentale. C'est pas que je révèle un scandale, etc., parce que c'est une histoire qui est connue. La question de l'historien, c'est pourquoi est-ce que ce médicament n'a pas fait scandale? Pourquoi est-ce que ces morts n'ont pas compté? Pourquoi ces morts n'ont pas compté? Ah oui, la question qu'on peut se poser également, c'est que, voilà, à cette époque-là, il y avait quand même, l'objectif c'était d'éradiquer donc cette maladie définitivement. Pourtant, je veux dire que ça n'a pas été le cas, puisque la maladie du sommeil, je veux dire, a poursuivi ses assauts, si je puis dire, jusque dans les années 60-70. Au fond, on peut parler d'un échec. Vous parlez tout à l'heure de ces médecins enthousiastes, de cette anthropologie de la bêtise coloniale, avec l'euphorie médicale évidemment qui accompagnait cette campagne-là. Mais au bout du compte, c'est quand même un échec médical retentissant, cette affaire. Oui, alors c'est un échec qui a un semi-échec parce que la maladie du sommeil ne reprendra jamais l'échelle qu'avaient les épidémies des années 20-30. Grâce à la lomidine Non, vraisemblablement. Et là, c'est des débats de spécialistes, mais le fait que la maladie du sommeil n'est pas une menace épidémique aujourd'hui encore, même s'il y a des cas et qu'il faut en prendre soin évidemment, c'est vraisemblablement parce que l'Afrique ne connaît pas de crise écologique, sociale, économique, politique, telle que les débuts de la colonisation dans le bassin du Congo, dont on connaît un peu la teneur. C'est le travail forcé, c'est les atrocités de la récolte du caoutchouc, etc. Et c'est ce choc social écologique qui a globalement provoqué des épidémies terribles. Et c'est quand la situation se normalisera que les épidémies vont cesser. Et en un sens, là c'est des débats de spécialistes, mais peut-être finalement que ces grandes campagnes médicales n'ont pas eu un rôle décisif sur le plan épidémiologique. Emmanuel Kouzouami. Oui, moi je reviens sur le témoignage de ce député camerounais. Il pose une vraie question. La vraie question c'est pourquoi les morts dans les conditions de traitement médical en Afrique ne comptent pas, alors qu'en Europe, quand il se passe
un mort à la suite de mauvaises médications, effectivement, il y a un soulèvement de tollé, enquête administrative, enquête parlementaire, etc., commission, voilà. Et donc, ça finit toujours par une inculpation de quelqu'un de quelque chose. Et en Afrique, il se passe rien. Et là, on retrouve aussi une autre démarche que les Européens peut-être n'ont pas aussi donnée aux Africains. Il y avait le paludisme et le typhus en Europe. Même jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu effectivement le DDT amené par les Américains qui a fait son effet, mais ensuite, il y a eu une campagne médico-sanitaire à l'intérieur des pays européens où il fallait assécher les marais, il fallait par exemple que les bassins ne soient plus à côté des habitations. On a essayé de faire des efforts d'assainissement, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, les questions d'hygiène publique ont été au cœur même des développements au sein de l'Europe. Ces mêmes éléments, on aurait pu les amener en Afrique. On ne l'a pas fait. Donc, ce qui est étonnant dans cette démarche, soi-disant médicale, c'est qu'en Europe, on sait très bien ce qu'il faut faire pour éradiquer les épidémies, mais en Afrique, c'est le médicament. Quelque chose, enfin, en tout cas, tombe sous le sens, en se disant, c'est les Africains, on essaie plutôt les médicaments, c'est beaucoup mieux. Ça aide d'abord les industries pharmaceutiques à continuer à produire des médicaments. C'est malheureusement vrai. Et en même temps, on n'a pas d'efforts à fournir parce que l'Afrique est trop compliquée, c'est trop complexe, il y a trop de forêts. C'est le cas de l'Afrique équatoriale, notamment au Gabon, au Cameroun, à cette époque-là. Et on se contentera d'injecter les gens. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, on ne se pose pas la question sur la vaccination, on se pose la question sur le traitement. Ben, c'est quand même, c'est grave, ça. C'est très grave. Sur le plan médical, vraiment, c'est grave. Et dernier élément comme ça pour discuter sur cette question médicale, c'est pourquoi, malheureusement plus tard, peut-être les Africains, les pays africains, n'ont pas ou porté plainte, ou en tout cas porté l'affaire devant les juridictions européennes, parce qu'après tout, le médicament avait été commandité par la France, pour au moins chercher à, d'une part, comprendre pourquoi on a poursuivi ce type de traitement alors que ce n'était pas nécessaire, et enfin, éventuellement, se souvenir d'indemniser. Pourquoi il n'y a pas eu cette démarche-là, pour ta vie? Alors, sur le plan juridique, ce qui est sûr, c'est que les populations ont été indemnisées massivement dans une région. On est à Yokadouma, c'est une région très reculée du Cameroun. Je me souviens plus des sommes, mais donc en gros, on a déversé des CFA sur les villages qui ont été touchés et ça a suffi à acheter la paix publique en gros. Sur le plan juridique, le procureur a requis un non-lieu à l'issue, mais c'est une sorte d'arrangement interne à l'État colonial, à l'issue de cette affaire au Cameroun. Il n'y a pas eu de suite. Bon, il faut se souvenir du contexte. On est à la fin des années 50 au Cameroun. La France est littéralement en guerre contre une partie du pays et ça va continuer jusqu'à la fin des années 60. Et donc dans ce contexte-là, c'est évidemment choquant de le dire comme ça, mais quelques morts d'une campagne médicale pèsent peu par rapport au reste des scandales qui est en train de fabriquer l'armée française dans d'autres régions du pays. Donc on est dans un contexte où c'est à la fois terrible de lire ce non-lieu requis à l'issue de cet accident, mais c'est à la fois en fait assez prévisible compte tenu du contexte de guerre de décolonisation. Il faut préciser quand même que cette Lomidine, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je le rappelle, ce médicament était produit par le laboratoire Specia, filiale de Ron Poulenc. Donc il y avait quand même aussi une affaire de profit quand même. On retrouve toujours au cœur de cette affaire le profit évidemment des laboratoires pharmaceutiques. On va marquer une dernière pause dans cette émission. Ensuite, voilà, on continue de parler de votre ouvrage, mais on regarde de l'actualité immédiate, notamment avec évidemment quand on lit votre ouvrage, on a évidemment en toile de fond cette terrible épidémie qui a cours actuellement en Afrique de l'Ouest, l'épidémie Ebola. On va en parler dans quelques instants. Retour dans 2 minutes. Ne partez pas, restez avec nous. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Scandale pharmaceutique en Afrique avec notre invité Guillaume Lachenal, auteur de Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, aux éditions La Découverte, et notre débatteur polémiste Emmanuel Kouzoumoami. Voilà. Alors, Guillaume Lachenal, vous avez déclaré dans une récente interview ceci, je vous cite, la médecine coloniale est la scène inaugurale de la névrose entre l'Afrique et la médecine. La lomidinisation, l'injection préventive de l'omidine, est un épisode parmi d'autres. Il a laissé des traces sous la forme de rumeurs et de chansons. Ces zones qui ont été traitées dans les années 50 sont aujourd'hui difficiles d'accès pour les chercheurs et les médecins en Guinée forestière. Là où les premiers essais de la lomidine ont eu lieu, une équipe médicale luttant contre Ebola a failli se faire lyncher ces derniers jours. Mais peut-être n'est-ce qu'une coïncidence? Fin de citation. Est-ce que vous voulez dire que la mémoire de ces scandales pharmaceutiques serait la source
de la défiance de certaines populations encore aujourd'hui à l'égard de la médecine dite occidentale. Clairement. Oui, alors il faut pas évidemment simplifier ça. Hein, je dis pas que. Est-ce qu'il y a une mémoire de cette histoire de la Lomidine, quoi? Est-ce qu'il y a un traumatisme, je veux dire, qui aujourd'hui encore produit ses effets? Il y a une mémoire. Hein, j'en parle dans le livre. Il y a une chanson qui est connue dans le pays Eton au Cameroun qui évoque la douleur des injections. Il y a dans les villages qui ont été touchés, évidemment, il y a une mémoire. Qui est douloureuse, donc oui, il y a un traumatisme. La mémoire de la médecine coloniale, elle est très ambivalente. C'est-à-dire où qu'en aille en Afrique, on peut avoir à la fois une nostalgie pour l'époque où la santé publique venait au village, où les médicaments étaient gratuits, et c'est une nostalgie qu'il faut mettre en contrepoint d'un présent où les hôpitaux sont dans des états catastrophiques, où les médicaments sont rares et chers ou faux, et donc on a ce type de nostalgie, et puis on a des mémoires beaucoup plus douloureuses, des rumeurs, les gens fuient quand l'équipe médicale arrive, et ça c'est des choses qu'on a beaucoup vues avec Ebola. Donc on a une mémoire qui est ambivalente. Prenez votre casque, Guillaume Lachenal, Emmanuel Kouzoumoumi, on va écouter l'auditeur. Monsieur Sekou, bonsoir. Oui, allez, bonsoir, monsieur Francis. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Voilà, donc je remercie les invités autour de vous. Mais seulement moi, j'ai pu, au début de votre émission, je ne fais qu'écouter. Voilà, donc ils sont le porte-voix des Africains, voilà, actuellement. Voilà, comment dire, c'est notre radio. Ah oui. Mais voilà, mais qu'est-ce que l'Afrique propose? J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Vous écoutez notre radio, c'est ça, au début de l'émission? Non, je dis qu'est-ce que l'Afrique propose actuellement? Qu'est-ce que l'Afrique propose? Nous, on veut savoir qu'est-ce que l'Afrique propose. Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on s'acharne sur les Blancs, ils ont fait ça. Il y en a même qui vont jusqu'à dire oui, c'est les Blancs qui ont envoyé les boulots en Afrique. D'accord, tout ça. Qu'est-ce que l'Afrique propose actuellement sur le plan médical actuellement pour faire bénéficier le monde entier? Parce qu'on va pas se contenter de dire que ouais, les Blancs, ils ont fait ceci, ils ont amené des trucs en Afrique, ils ont fait... D'accord, ok. Mais attends, il y a 100 ans, il y a 50 ans de cela. Qu'est-ce que l'Afrique, la médecine africaine, comment dire, sur la plateforme mondiale actuellement, comment dire, peut faire une démonstration comme force pour montrer aux Blancs que non, nous aussi, on est là. Mais nous, on n'a jamais inventé quelque chose. C'est nous, on se plaint. Les gens vont nous rendre service, on se plaint. Mais moi, j'ai pas compris ça quand même. Il faut qu'on nous dise. Mais quand ils parlent, on dit non, toi, tu n'es pas africain. Mais la vérité, il est là. Moi, je ne comprends pas. Ils sont en train de dire, diaboliser les Blancs, voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça. D'accord. Mais qu'est-ce que nous, Africains, on propose actuellement sur la plateforme internationale? Parce que le monde a besoin d'inventer des médicaments pour soigner, pour soigner les citoyens du monde. Mais qu'est-ce que l'Afrique propose? C'est la question que moi, je pose aujourd'hui. Très bien. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Sekou. Guillaume Lachenal, un commentaire? Oui, mais non, mais c'est un sentiment qui revient souvent, hein, depuis d'ailleurs l'épidémie à Ebola, cette question des responsabilités des pouvoirs publics africains, hein, dans cette affaire. Vous parlez tout à l'heure des hôpitaux, hein, qui sont laissés en déshérence en Afrique, etc. C'est vrai que la responsabilité des Africains, des pouvoirs publics surtout, est souvent convoquée par nos auditeurs. Oui, et je le comprends tout à fait. Qu'est-ce que l'Afrique propose? Je crois qu'on le voit dans le contexte dramatique de l'épidémie d'Ebola. L'Afrique propose une mobilisation des communautés, une mobilisation des professionnels de santé africains qui est extrêmement courageuse. Ça, c'est la première chose à dire simplement par... Mais quand tu dis l'Afrique n'a jamais rien inventé, pas de médicaments et tout ça, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'il y a une pharmacopée africaine qui est de plus en plus active quand même. Exact. Bien sûr, bon, et puis c'est l'histoire dont je parle, il s'agit pas d'accuser les Blancs contre les Noirs, c'est une histoire qui est partagée. L'histoire de la médecine coloniale, c'est aussi une histoire africaine. L'essentiel des personnages de ce livre étaient africains, qu'ils soient infirmiers ou patients. Évidemment, les experts, c'était pas le cas. Donc, il s'agit pas comme ça de séparer ces histoires. Emmanuel, rapidement. Très rapidement. En réponse à notre auditeur. Hein. Oui, pour l'auditeur, je réponds en 3 points simplement. Très rapidement. Non, un seul, ça ira, Emmanuel, parce qu'il nous reste 4 minutes. Très rapidement. Et j'ai un autre auditeur. Les Africains avaient déjà une pharmacopée avancée bien avant la période coloniale. Et même après la colonisation, nous avions une pharmacopée. Le problème, c'est que les Africains n'ont pas poursuivi la recherche et l'innovation de la pharmacopée africaine. Il faut les financer. Il faut continuer à faire de la pharmacopée africaine. Deuxième élément, c'est question de gouvernance. Effectivement, aujourd'hui, le Nigeria, par exemple, a combattu
combattu l'Ebola sur son sol. Parce qu'il a mis des moyens financiers pour ça. Beaucoup d'Africains ont des moyens, les États comme les individus, comme les entreprises, ils ont les moyens. N'attendez surtout pas que les Européens, les Américains apportent des médicaments. Les médicaments existent, simplement donnez de l'argent pour les acheter. N'attendez pas toujours de l'aide. Il faut être actif soi-même et aller acheter le médicament, il est sur le marché. On a eu les 3 points. Merci Emmanuel. Babacar Diop qui nous appelle. Babacar, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je voulais juste intervenir, parce que c'est pas que les Africains, il faut pas parler des Africains, il faut parler des hommes politiques africains. Parce que l'Afrique a toujours des surprises. On n'est pas prêt à avoir des maladies qui vont tomber sur nous. Il faut qu'ils préparent le terrain tout de suite, avoir des centres dignes de ce nom. S'il y a un problème, on met des gens qualifiés pour les mettre là-bas. Mais l'Afrique, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ebola, vous avez vu comment ils soignent les gens, comment ils cherchent les gens, etc. Ils marchent sur la boue, des bourrettes, des trucs, des matériels, mais vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Les hommes politiques, là, eux, je les considère comme des criminels. Parce qu'il y a des milliers de personnes mortes et ces gens-là, on pouvait les sauver. Merci Babacar Diop. Merci beaucoup. Dernière question, Guillaume Lachenal. Mis à part évidemment le contexte colonial auquel se réfère votre ouvrage, est-ce que vous pensez que des scandales comme celui de la Lomidine sont encore possibles de nos jours? Les conditions ont beaucoup changé. Je crois pas trop au roman à la John le Carré. Vous voyez, aujourd'hui la recherche est bien encadrée. Après, malheureusement, les conditions, ce qu'on voit dans le scandale que j'écris, qui est une forme d'indifférence, en tout cas européenne, à l'Afrique, ça, c'est des conditions qui malheureusement sont toujours réunies. Par contre, le cadre législatif et scientifique pour évaluer les risques d'un médicament a beaucoup progressé. Pourtant, les rumeurs persistent. La suspicion également, on entend ça beaucoup d'ailleurs avec l'épidémie Ebola, etc. Il y a toujours comme ça une espèce de fracture, en tout cas, entre certaines opinions africaines et ce qu'on appelle la médecine occidentale. Et pourtant, cette médecine occidentale est présente. C'est encore elle aujourd'hui qui est présente en Afrique de l'Ouest. Elle est présente et elle est demandée. C'est ça. Pour être complet, la première chose que vont dire des Africains de zones rurales en particulier, c'est ça va pas être des rumeurs sur les dangers de la médecine, ça va être une demande de médecine et une demande de médecine qui soit la plus accessible possible. Emmanuel, un mot, dernier mot? Oui, les Africains doivent participer aux efforts de développement médical chez eux. Parce que les épidémies, malheureusement, c'est Ebola, mais c'est le typhus, c'est le choléra, c'est encore le paludisme, c'est en Afrique. Donc l'Afrique a beaucoup de médecins. Nous avons des gens qui ont les capacités à comprendre comment fonctionne le monde. Donc ils doivent participer aussi aux efforts de recherche, d'innovation sur les médicaments. Certes, nous sommes encore tributaires des industries pharmaceutiques qui font fortune en Afrique. De temps en temps. Encore faut-il que la recherche soit au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, de la puissance publique dans ces pays-là. Et là, nous entrons dans la gouvernance. Il faut absolument aujourd'hui que les Africains tapent du poing sur la table, peut-être interpellent, et puis interpellent à nouveau et encore à nouveau leurs dirigeants, parce qu'il faut que les Africains participent aux efforts mondiaux de développement médical. Vous y souscrivez, je suppose, Guillaume Lachenal. Ah oui, je crois que la science et l'éducation, parce c'est des politiques du long terme, doivent être prioritaires, et évidemment la santé aussi. Malheureusement, il faut aussi rappeler que à partir des années 80, c'est précisément le contraire qu'on a fait, à la fois de la part des gouvernements africains et de leurs tutelles ou partenaires financiers internationaux. On a cassé les universités africaines, on a cassé les systèmes de santé et d'éducation africains au nom de l'ajustement structurel, etc. On en paye les pots cassés aujourd'hui avec une épidémie comme Ebola. Merci d'être venu, et pour comprendre donc, pour mieux cerner ce présent, c'est bien aussi d'avoir de temps en temps la mémoire, de votre mémoire, se rappeler aussi le passé, c'est un peu ce que vous faites aussi, surtout avec votre ouvrage Guillaume Lachenal, le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, aux éditions La Découverte, il faut le lire absolument. C'est dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond. Débatteur polémiste et invité, merci Emmanuel Kouzouami, merci d'avoir été avec nous, toujours aussi fortement présent comme d'habitude. On apprécie beaucoup.